Lula en tête, mais avec seulement 5 points d'avance sur Jair Bolsonaro. Il faudra attendre le second tour pour connaître le prochain président brésilien. Alors que la formalisation de l'annexion des régions ukrainiennes suit son cours à Moscou, les forces russes ont été contraintes de se retirer de la ville stratégique de Liman. Après l'annexion des territoires ukrainiens, les régions limitrophes s'inquiètent. Exemple à Mykolaïv où nous sommes allés à la rencontre d'habitants en colère. Rien n'est encore fait au Brésil après le premier tour de l'élection présidentielle. Si Lula est bien en tête avec plus de 48% des voix, le candidat de gauche ne devance le président sortant Jair Bolsonaro que de 5 points, alors qu'il pouvait espérer s'imposer dès le premier tour. Une petite déception pour Lula, qui va désormais devoir batailler pour conserver son avance avant le second tour qui se tiendra dans un mois, le 30 octobre. J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste une question de temps pour nous. Jair Bolsonaro s'est quant à lui réjoui d'être encore dans la course à l'issue de ce premier tour, alors que les derniers sondages prédisaient un écart plus large. Je pense que nous allons former une bonne alliance pour gagner les élections. Critiqué pour sa mauvaise gestion du Covid-19 et jugé responsable de la déforestation de l'Amazonie, entre autres, le candidat d'extrême droite a limité la casse et peut désormais envisager la victoire. Durant cet entre-deux tours qui s'annonce très tendu, les deux finalistes à la présidentielle vont tenter d'attirer les électeurs des candidats de centre-droit et de centre-gauche qui représentent à eux deux 7% des voix, soit près de 8 millions d'électeurs. La formalisation de l'annexion des régions ukrainiennes suit son cours à Moscou, après des référendums contestés par la communauté internationale. Les parlementaires de la Douma doivent examiner ce lundi un projet de loi en vue de la ratification des traités. Sur le terrain, cela n'a pas empêché les forces ukrainiennes de reprendre ce week-end la ville stratégique de Liman, située dans la région de Donetsk, concernée par l'annexion de force de la Russie. Récemment, quelqu'un, quelque part, a organisé des pseudo-référendums, a déclaré Volodymyr Zelensky. Mais lorsque le drapeau ukrainien sera de retour, personne ne se souviendra de la farce russe, avec quelques morceaux de papier et quelques annexions. Sauf bien sûr les forces de l'ordre ukrainiennes, car tous ceux qui sont impliqués dans des éléments d'agression contre notre État en seront tenus pour responsables. Le président ukrainien a également salué la réception du premier navire de guerre corvette de la marine ukrainienne. Son épouse, la première dame Olena Zelenska, s'est rendue à Istanbul, où le navire a été construit. Les référendums de la semaine dernière et l'annexion des territoires ukrainiens ont été célébrés en Russie, mais condamnés par l'Occident. Comment, en Ukraine, la population qui réside à proximité des territoires occupés vit-elle cette annexion? Nous sommes allés à Mykolaïv. Volodymyr se repose dans la cour de son immeuble. Il nettoie les débris après une attaque de roquettes contre le bâtiment à côté de sa maison. À quoi servent les référendums? Ils ont déjà commencé à mobiliser à Zaporizhia et dans la région de Kherson des Ukrainiens qui vivent à 100 km de chez nous. Ils doivent déjà s'inscrire pour se battre pour Poutine contre nous. Comment est-ce possible? Que fait-il? Nous ne pouvons ni le comprendre ni le pardonner. La région de Mykolaïv est limitrophe de la région occupée de Kherson. Depuis que la Russie a repris ses territoires, Mykolaïv a perdu l'accès à l'eau potable. Les forces russes ont été repoussées de la ville, mais Mykolaïv est exposé à des bombardements réguliers.
Vladislav, chauffeur de taxi, est furieux contre les référendums. De quoi pouvons-nous parler? Ils ont inventé tout ça. Je pense que nous n'avons pas à en parler du tout. Quel référendum? C'est insensé. C'est notre terre. Ce sont des conquérants, des occupants, c'est tout. Dmitro, cet économiste de l'université, pense que cette démarche du Kremlin pourrait éventuellement aider l'Ukraine à restaurer l'intégrité de ses territoires. J'ai été très irrité qu'après l'annexion de la Crimée, tous les dirigeants occidentaux l'aient accepté. Avec ces récents référendums, Poutine a entièrement détruit ce statut exceptionnel de la Crimée et maintenant il le remet à l'ordre du jour. Et si nous libérons nos villes et nos terres, la Crimée ne sera pas une exception. Elle devra aussi revenir pour faire à nouveau partie de l'Ukraine. Les alarmes aériennes et les explosions sont fréquentes à Mykolaïv. Les vitres soufflées sont remplacées par des cartons dans toute la ville. Les maisons, les entreprises ont souvent l'air désertes, les restaurants sont fermés. Mais dans ce silence résonne la colère contre l'envahisseur. Les Bulgares étaient appelés aux urnes pour la 4e fois en 18 mois ce dimanche. Arrivés en tête de ces législatives, les conservateurs emmenés par l'ancien Premier ministre Boyko Borisov vont avoir du mal à former un nouveau gouvernement. Nous vous remercions pour votre soutien et nous conseillons à tous nos collègues politiciens de réfléchir avant de parler. Une chose est sûre, le prochain gouvernement se formera sans le parti du Premier ministre sortant Kirill Petkov. Arrivés en 2e position, les centristes pro-européens ne seront restés que 7 mois au pouvoir. Nous nous attendons à un hiver difficile. Je voudrais souhaiter au parti Gerb de réussir à former un gouvernement. Leur succès est un succès pour tout le peuple. Nous avons des valeurs que nous ne trahirons pas. Nous avons des électeurs et nous avons fait des promesses que nous tiendrons. Les conservateurs vont en revanche devoir composer avec les nationalistes pro-russes assumés qui gagnent du terrain. Oui, bien sûr, il est possible de former un nouveau gouvernement, mais les autres partis n'ont aucune ligne de démarcation. Et quand ils sont appelés à l'ambassade américaine, ils n'ont aucun scrupule à s'y rendre. Un autre parti pro-russe pourrait également faire son entrée dans le gouvernement. Il est mené par un ancien ministre qui a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine. Dans une Bulgarie gangrénée par la corruption et qui doit faire face à une forte inflation, les crises politiques en série bloquent les réformes, freinent la croissance et accélèrent l'exode des jeunes. C'est une drôle de créature que les Bordelais ont peut-être eu la surprise de croiser. Cette œuvre faite de tubes en plastique recyclés prend vie et se déplace sous l'effet du vent. Visiblement capricieux ce jour-là à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Alors son auteur, l'artiste néerlandais Theo Janssen, n'hésite pas à donner de sa personne pour faire avancer la bête. Celui que l'on surnomme le sculpteur des vents expose ses créations pour la première fois en France, dans le cadre du Festival international des arts. L'artiste de 74 ans, ancien ingénieur, s'inspire notamment de l'aéronautique et de la robotique pour mettre sur pied ces curieux animaux. Conçu pour alerter sur le réchauffement climatique, pour l'écologiste, tout ça est d'abord et avant tout un jeu. Peut-être que je n'ai jamais grandi, je suis toujours en train de jouer. Et ce qui est bien, c'est que je ne travaille pas, c'est juste de grandes vacances pour moi. Je m'amuse juste à jouer comme un enfant. Les visiteurs ont 3 mois pour découvrir gratuitement 13 de ses œuvres dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux. Il est suédois et on lui doit notamment le séquençage du génome de l'homme de Néandertal. Le paléogénéticien de 67 ans, Svante Pääbo, a reçu ce lundi le prix Nobel de médecine et de physiologie. S'ouvre ainsi la semaine d'attribution des prestigieuses récompenses. Dans les prochains jours seront annoncés les lauréats de chimie, physique, littérature, paix et économie.